avec des remarques variées, de l'absence d'ascenseur ou d'ordinateur à la demande de rénover les toilettes de certains établissements. L'association des parents engagés de préparer la suite conteste se payer à la municipalité. Avis favorable pour l'extension des carrières du cimenté Calcia dans le Vexin, un projet qui inquiète les élus locaux. Le président du parc naturel régional du Vexin, Marc Villon, également maire de Vallon-Goudard, affirme étudier toutes les réserves émises par la commission d'enquête, notamment le risque de pollution de la nappe phréatique. Une association a été créée pour lutter contre ce projet, l'association vexinoise des luttes contre les carrières cimentières. Cette extension doit permettre à Calcia d'exploiter du calcaire sur 74 hectares de terre à l'intérieur d'une zone de 550 hectares, située tout près de la limite du Val d'Oise dans les Yvelines et sur le territoire du parc naturel du Vexin. Le Val d'Oise vient représenter en Coupe du Monde l'épée après des titres en vice-champion de France en 2018. 6 épéistes du cercle d'escrime de Saint-Gratien sont inscrits aux épreuves mondiales qui se déroulent en Allemagne du 6 au 8 janvier pour les hommes. Et dans la délégation de 14 tricolores sera menée par le graciennois France Philippe, accompagné de 3 autres valdoisiens. Pour les femmes, ça se passe à La Havane, à Cuba. Du 11 au 13 janvier, les 3 valdoisiens seront en compétition sur les 14 épéistes françaises présentes pour cette compétition. La rénovation d'un tableau vieux de plus d'un siècle et demi est terminée au domaine de Villarceau à Chaussy. Cette huile sur toile de 3 mètres sur 2,50 mètres, Camille Chazal est livrée aux anciens propriétaires du château. La famille Cartier en 1859 avait été retrouvée en très mauvais état dans les caves du château en 2014 et a fait donc l'objet d'un important et long travail de remise en état par la restauratrice Claude Zora sur commande de l'association des adultes de Villarceau, qui a déboursé pas moins de 10 000 € grâce au don des pour rendre sa beauté à ce tableau en présentant d'ailleurs, et le tableau sera exposé au cours de l'année dans le domaine de Villarceau. Enfin, une exposition en l'honneur de Harry Potter et des animaux fantastiques à l'Usarche. Vous pourrez observer de nombreux objets, jouets, répliques, costumes, livres ou encore films vidéo en rapport avec ces deux séries littéraires écrites par J.K. Rowling et adaptées au cinéma. Une carte sera mise en vente et une tombola sera mise en place au profit de l'association Star Movies, organisatrice de l'événement. L'exposition Harry Potter et les animaux fantastiques, c'est à la salle de l'Âge d'Or à l'Usarche ce samedi de 13h30 à 18h30 et dimanche de 10h à 17h30 et l'entrée est gratuite. Merci Alexis, à plus tard. À midi 15, nous nous retrouverons plus exactement pour un nouveau Flash Valdoisien sur la radio du bien-être. Bon week-end, portez-vous bien, profitez de votre famille pour sortir tout au long de ce week-end. Malheureusement, le temps ne sera pas avec nous, mais on est bien obligé de faire avec. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le bar de l'économie présenté par Florence Sueur et ses différents invités. Merci d'avoir été avec nous depuis 7h du matin. Politique, économie, ce matin au programme. Florence Sueur, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons aborder plusieurs sujets. Nous allons aborder le thème de l'anglais. Nous allons aborder avec Nathalie Elimas qui va arriver d'une minute à l'autre les faiblesses et les forces du département. Et puis nous allons parler de retraite, nous allons parler de plein de choses. Nous allons parler d'intelligence artificielle avec mes invités du jour. Et puis nous allons parler d'un produit révolutionnaire pour faire disparaître les taches brunes, vous allez voir. Surprise, dans quelques minutes. Alors moi je choisis le thème de l'anglais, parce que j'ai besoin de cours encore, un petit peu. Je crois. J'ai des lacunes, c'est pas évident. Quel que soit l'âge, de toute façon on a des lacunes, il faut pratiquer. Merci Florence, à tout de suite pour le bar de l'économie, juste après votre indicatif, 9h05. Donc vous pouvez accueillir la députée qui est en retard, s'il vous plaît. Ouais. C'est bon pour toi? Elle arrive, non, je sais pas. Ouais, elle va pas tarder, je trouve. Elle sait que c'est aujourd'hui, j'espère qu'elle va venir, tant pis. Bonne émission. On verra. Merci beaucoup. Elle va rejoindre... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour 90 minutes d'économie avec Philippe à la technique. Alors aujourd'hui, nous attendons d'une minute à l'autre Nathalie Elimas, qui a été élue députée en juin 2017 pour la première fois. Elle était avant cela adjointe au maire de Margency à la communication et à la culture, mais elle a quitté ce mandat. Elle était adjointe à Margency depuis mars 2014.
À l'Assemblée nationale, elle est membre de la Commission des affaires sociales. Et puis, en décembre 2015, elle a été élue au Conseil régional d'Île-de-France, où elle siège toujours à la Commission des affaires sociales, tout comme d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Politiquement, elle est membre de l'Union des démocrates et des indépendants, ce qu'on appelle l'UDI. Elle a une maîtrise de droit privé, un MBA en audit et management des ressources humaines, et elle a été consultante en recrutement et responsable des ressources humaines dans une grosse SS2I, ça veut dire société d'informatique comme on dit. Et puis elle a aussi créé un cabinet de chasseurs de tête. Alors avec elle, eh bien, je parlerai du mouvement bien sûr des Gilets jaunes et des stylos rouges, puisque le mouvement des Gilets jaunes eh bien, reconduit son mouvement pour demain et donne rendez-vous d'ailleurs à Paris. On se posera d'ailleurs la question si la France est devenue violente, je pense aux Gilets jaunes, mais aussi à l'école ou alors envers les femmes et les enfants. Et puis différentes mesures d'ailleurs ont été prises à ce sujet. On parlera aussi avec Nathalie Elimas de sa proposition de loi adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en novembre dernier qui vise à améliorer la prise en charge des cancers pédiatriques. Et puis on parlera peut-être, si on a le temps, de l'huile de palme ou encore d'un amendement au projet de loi de finances 2019 établissant la fin de l'avantage fiscal pour l'huile de palme qui a été adopté. On parlera aussi avec Nathalie Elimas des Français qui souhaitent la réduction du budget de l'État et donc du projet de loi de finances pour 2019. Et puis si on a le temps, de la réforme des retraites, dossier sensible, qui est reporté au second semestre pour laisser place au débat citoyen. Bien sûr, on parlera du département du Val d'Oise, de ses forces et de ses faiblesses. À ses côtés, eh bien, je vais accueillir tout de suite Stéphane Roder. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'AI Builder. Vous voulez nous interpeller sur le challenge de l'entreprise analytique avec l'intelligence artificielle. Et puis, vous allez nous dire comment il faut faire. Je crois que vous voulez qu'on soit plus matheux. On verra ça tout à l'heure ensemble. À nos côtés aujourd'hui, Denis Marin. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé Cryo Beauty Pharma pour faire de la recherche et du développement et vous apportez aujourd'hui un produit innovateur, incroyable. On va parler donc de cryothérapie ensemble pour éliminer en 6 secondes, les taches brunes des mains. Vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure. Et enfin, à nos côtés aujourd'hui, Mathieu Zamagnan. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes directeur général d'EF Corporate du groupe Education First, en fait, on les connaît plus sous ce nom-là. Un groupe qui travaille depuis déjà de longues années sur les langues, 50 ans je crois. Vous voulez souligner l'importance de l'anglais aujourd'hui, d'autant que vous avez participé à la table ronde qui a eu lieu en novembre avec le ministère du Travail sur la maîtrise des langues étrangères. Et vous dites même d'ailleurs, la planète sur laquelle nous vivons n'a jamais été aussi petite. Donc avec vous, eh bien, on va tout savoir sur les langues et la France et peut-être dans le monde d'ailleurs dans quelques minutes. Mais tout de suite, on va passer aux infos du jour. Alors, les infos du jour, eh bien, la première que j'ai choisie, c'est celle du Conseil d'État qui publie aujourd'hui sur son site 2 recueils de jurisprudence pour les statuts types des associations et des fondations reconnues d'utilité publique. Ces guides accompagnent donc maintenant les nouveaux statuts types approuvés par un avis du Conseil d'État le 19 juin 2018. Et ils sont publiés pour la première fois sur leur site internet en temps réel et de manière exhaustive. Ce qui veut dire que maintenant, nous les citoyens, nous pourrons aller sur le site du Conseil d'État pour suivre cette jurisprudence et pour une meilleure transparence et une accessibilité des avis du Conseil d'État justement. Leur site sera mis à jour 2 fois par an et donc on pourra aller regarder par exemple les soucis de déontologie, les principes démocratiques de gestion, bref, ce qu'on demande à mettre en place dans les nouveaux statuts types. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces statuts ? Eh bien, la possibilité de participer à des réunions à distance qui n'existaient pas auparavant. Maintenant, on peut faire de la visioconférence et on peut le mettre dans ces statuts. On peut délibérer par échange de courriels, ça aussi c'est nouveau. Et on peut dématérialiser des documents issus de l'Assemblée générale pour les associations, ce qui simplifie la gestion, bien sûr, au quotidien. Autre gestion du quotidien qui est simplifiée, c'est la facilité du changement de siège social en cas de déménagement au sein d'un même département et la possibilité de rémunérer modérément les personnes dirigeant ces associations ou ces fondations. Stéphane Roder, vous voulez réagir ? Oui, je voulais rebondir sur cette information parce qu'on assiste à une vraie transformation digitale de l'État
Et l'intelligence artificielle va jouer un rôle très important. Elle va permettre de garder la qualité de l'État tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce qu'elle va permettre d'optimiser les coûts liés à l'État et surtout renforcer l'égalité face à l'impôt, ce qui est vraiment la base, comme tout le monde le sait, de la démocratie. Vous pensez que ça aidera à la réduction du budget de l'État? C'est ce que les Français ont demandé. Ça va réduire le budget, mais ça va surtout garder la qualité. Aujourd'hui, on a un État qui est fantastique, qui nous donne beaucoup de services. Par contre, il nous coûte très cher, est capable d'optimiser des coûts, c'est capable de garder ce même service pour un coût moindre. Et c'est, je pense, ce que tout le monde veut aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphane Roder. Alors, autre info du jour, c'est donc les entreprises qui accompagnent les personnes âgées. Elles réclament une hausse des tarifs de 4,7% contre 1,4% aujourd'hui. Les assistants de vie sont indispensables pour certaines personnes âgées ou autres types de population. Qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, des courses, du ménage, de la cuisine, de l'accompagnement au rendez-vous. Les tâches sont multiples et le salaire moyen est environ de 1 360 € net par mois. Cette année, les revenus vont augmenter grâce à différents coups de pouce, on l'a entendu, prime d'assiduité, ticket repas, augmentation du SMIC ce mois-ci, et puis prime peut-être de fin d'année. Mais du coup, les marges se réduisent pour les employeurs et certains ont du mal à faire face à ces tarifs car ils sont réglementés. Donc les entreprises réclament une hausse de 4,7%. On verra la réponse de l'État. 2018 maintenant n'a pas été une bonne année pour la création d'emplois dans les services. De moins en moins de postes sont créés dans ce secteur. Seulement 80 000 en 2018 contre 265 000 en 2017. Donc le fait est important car ce secteur est le premier employeur en France, 56,4%, alors que le commerce représente 19,3% des emplois et l'industrie 16%. Les métiers comme la sécurité, la propreté ou encore la restauration collective sont principalement touchés. Des difficultés aussi à trouver de la main-d'œuvre qualifiée et la rémunération par les demandeurs d'emploi est souvent jugée trop basse. Et enfin, les demandeurs d'emploi reprochent le manque de visibilité de ces métiers qu'on appelle souvent des petits boulots, alors qu'en fait, ce n'en est pas. On peut avoir beaucoup de travail dans tous ces secteurs. Autre information du jour, vous savez que le vendredi, on donne des informations un peu plus internationales et européennes, donc j'y viens. Maduro débute un second mandat à la tête d'un Venezuela plutôt isolé que jamais. Et le président Nicolás Maduro a prêté serment pour un second mandat à la tête du pays, qui pourtant présente une économie défaillante. Son investiture d'ailleurs est contestée par une large partie de la communauté internationale, ce qui a donné lieu à de multiples sanctions internationales, car il est considéré comme illégitime par une partie de la communauté internationale dans un pays rongé par une crise profonde et toujours plus isolé. Nicolás Maduro a 56 ans, il n'a pas prêté serment devant le Parlement, mais seulement devant les institutions, d'autres institutions, car le Parlement est aux mains de l'opposition, donc il n'a pas voulu. Affaire importante, autre info du jour, c'est le Dieselgate. Fiat Chrysler n'échappe pas à l'amende aux États-Unis. Après de longs mois de discussions houleuses, Fiat Chrysler est parvenu à un accord à l'amiable ce jeudi avec les autorités américaines qui l'accusaient d'avoir équipé plus de 100 000 véhicules d'un logiciel destiné à truquer leurs émissions polluantes. Le constructeur automobile italo-américain a accepté de verser jusqu'à 515 millions de dollars à différents régulateurs pour solder leurs poursuites, a annoncé le ministère américain de la Justice. Il s'est également engagé à rappeler les voitures affectées pour les remettre aux normes. Voilà, parallèlement, les Fiat Chrysler et l'équipementier automobile allemand Bosch ont aussi trouvé un accord pour solder une plainte en nom collectif, ça s'appelle la class action, de leurs clients. Ils vont verser des indemnités d'un montant pouvant aller jusqu'à 300 millions de dollars. Chaque plaignant recevra une somme allant de 990 à 3000 dollars. Dernière info du jour, eh bien, bonne nouvelle pour les fintech françaises. Elles ont récolté 365 millions d'euros en 2018 au travers de 72 opérations, un nouveau record selon le décompte publié fin décembre par KPMG dans son rapport intitulé Pulse of Fintech France. Les startups tricolores mêlant finance et innovation n'ont jamais autant attiré les investisseurs qu'en 2018. D'ailleurs, l'un de nos invités va nous en parler aujourd'hui parce qu'il vient de réaliser une jolie levée de fonds, on en parlera tout à l'heure. Donc pour les fintech françaises, ça montre une augmentation d'environ 15% par rapport à 2017 où elles avaient levé
318 millions via 61 tours de table. À titre de comparaison, le montant des levées par les fintechs dans l'Hexagone s'élevait à 135 millions en 2015. Donc vous voyez le gap qui a été franchi en peu d'années. Voilà pour les infos du jour. On va faire une jolie pause musicale aujourd'hui, comme d'habitude. Et puis on revient tout de suite après avec nos invités du jour. Ici, on va prendre notre temps. Ici, on ne vient pas. On a suffisamment à dire. Ouais. Ne vous inquiétez pas. Oui, non, pas du tout. Et je vois que vous êtes très, très détendu. Ah bah heureusement. Heureusement. Oui, puis non, le casque et la musique. Alors je mets pas la musique fort. Vous pouvez mettre le casque si vous voulez l'écouter. Rien, c'était pas pris. C'est qui d'ailleurs? Je sais même plus ce que j'ai choisi. En fait, lundi, j'ai annoncé que toute la semaine, on reste encore un peu dans l'ambiance des fêtes. Ouais. Les premières pauses sont des musiques qu'on peut passer dans nos soirées festives. Vous avez de la publicité sur... Non, on n'en fait pas, on a dit que de dons et de subventions. D'accord. Bon, peut-être qu'on en fera un jour. Et vous animez depuis combien de temps? 2 ans. Tu peux la prendre la feuille, Après vous, il faudra rencontrer Christophe pour passer en juin dans d'autres émissions pour votre musique. Ah, oui. Hein? Me permet. C'est génial. Comme ça, j'ai retweeté aussi. Stéphane Roder, ça fait combien de temps que vous avez fondé votre société? Non. Ah non, c'est tout jeune. Avant, vous étiez où? Chez Datim, une société qui Ah, aide- Datim. Oui. Ah, mais je connais. Oui, ils sont déjà venus au micro. Ah, ouais. C'est moi qui fais en fait toute leur stratégie de développement Non. depuis 2014. D'accord. C'est moi en fait qui leur ai dit ce que vous faites, c'est de l'intelligence artificielle et complètement la société. Et vous avez quelle formation, vous? Moi je suis ingénieur de formation et à l'époque j'ai adoré l'IA, je suis passionné et comme tout le monde. Voilà. Tant pis. C'est pas grave. Christophe, vous rencontrerez tout à l'heure Mathieu Zamagnan. Qui chante. Hein. C'est monsieur qui a un hobby, enfin plus qu'un hobby, parce que voilà, donc ça sera pas mal. Un jour vous le ferez Je connais venir. à l'Olympia, au Stade de France. Vous lui demanderez Voilà, tout à vous l'heure. êtes déjà au courant. Justement, c'est pour ça qu'il faut qu'on discute. Cause du contrat. Ouais, C'est ça. Alors, on retourne. on y retourne. Voilà, nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Stéphane Roder, directeur et fondateur d'AI Builder, de Denis Marin, créateur de Cryo Beauty Pharma, et puis de Mathieu Zamagnan, directeur général du groupe Education First, bien connu dans la formation des langues. Alors, on va tout de suite passer la parole à Stéphane Roder. Vous êtes le fondateur d'AI Builder. Avec vous, on va parler donc du challenge de l'entreprise analytique par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, vous voulez nous interpeller là-dessus? Vous voulez qu'on soit meilleur en mathématiques, en tout cas qu'on fasse plus de mathématiques? Comment faut-il faire pour... Et puis, pourquoi faut-il donc plus d'intelligence artificielle dans les entreprises? Alors, tout d'abord, le challenge de l'entreprise analytique, c'est parce que ces algorithmes ne se programment plus. Ces algorithmes apprennent des données qui sont dans leur environnement. Et pour que les entreprises puissent se transformer, il faut que les collaborateurs comprennent en fait quelles sont les données qui interviennent dans les process qui font leur environnement tous les jours. Alors, quand vous le dites comme ça a l'air super simple, hein. Mais ça me semble pas quand même assez compliqué. C'est-à-dire, parce qu'en France, on a quand même un tissu industriel qui est à 90% de petites entreprises et seulement 10% de grosses entreprises. Donc le challenge, il est peut-être moins prégnant pour les grosses entreprises qui savent sans doute ce qu'il faut faire,
Non, Non, Ou non. est-ce que vous pensez que c'est le même problème pour quelle que soit la taille de l'entreprise? C'est le même problème, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et en fait, on voit aujourd'hui les entreprises qui ont été le plus vite sur l'intelligence artificielle, sont les entreprises qui ont une culture en fait mathématique. C'est les banques, c'est les traders. On le voit, ils l'ont fait presque depuis longtemps. Les robots qui font du trading automatique, ils prennent de l'intelligence artificielle. Donc ces gens-là connaissent très bien et ils ont su prendre ces modèles, ces algorithmes qu'on appelle de machine learning qui apprennent, des machines qui apprennent avec les données, ils ont su les prendre et les utiliser à bon escient. Ce qu'il faut maintenant, c'est que le reste de l'industrie se transforme de la même manière. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que ça va permettre d'optimiser, en fait, les sociétés, d'optimiser leurs coûts opérationnels, augmenter leur compétitivité. Ça permet d'abord de faire baisser la pénibilité et d'augmenter la qualité des produits. Il faut voir que si aujourd'hui les entreprises ne vont pas sur l'intelligence artificielle, en France, en tout cas dans les autres pays, tout le monde va y aller parce que maintenant on connaît bien en fait les cas d'usage de ces algorithmes dans l'entreprise et les personnes pragmatiques, les entreprises pragmatiques vont les intégrer à une vitesse phénoménale. Et il faut qu'on soit, nous en France, qu'on ait cette même célérité. Alors vous dites même qu'il faut qu'on soit plus matheux. Ça veut dire quoi exactement? Pas plus matheux, mais plus analytique. Il faut qu'on comprenne en fait les données qui sont autour de nous. Notre entreprise produit de la donnée. Il faut qu'on comprenne quelles sont les données qui interviennent dans notre travail de tous les jours et comment en fait, quel est le modèle qui structure notre activité. Il faut être un peu capable de modéliser pour être capable ensuite de participer avec des ingénieurs qu'on appelle les data scientists, de leur dire, ben voilà, mon activité travaille avec telle et telle donnée, voilà ma problématique, donc il faut être capable de l'exprimer pour que les data scientists, en fait, les gens qui sont capables de programmer ces nouveaux algorithmes, qui comprennent les données, choisissent le bon modèle et mettent en place de l'intelligence artificielle. Alors concrètement, vous pouvez nous donner des exemples dans des activités de comment il faut procéder? Alors, un des exemples très intéressants, c'est par exemple ce qu'on appelle la supply chain, l'approvisionnement. L'approvisionnement aujourd'hui des boutiques, il est fait manuellement. On demande à la boutique combien vous avez vendu le mois dernier, on fait plus 10, moins 10, mais on ne prend pas en compte finalement toute la chaîne. Et toute la chaîne n'est pas jusqu'à la production. En fait, c'est une vision transversale de l'entreprise qu'il faut avoir, mais c'est aussi une vision extérieure. Il n'y a pas que l'entreprise qui intervient, il y a la météo, il y a le calendrier, et tout ça, il faut être capable de le modéliser. Et quand on est capable de le modéliser, c'est une entreprise française qui est spécialiste de ça, la société Vecchia, on arrive à diminuer par exemple les stocks jusqu'à 60%. D'accord, donc en fait ça peut nous permettre évidemment d'avoir moins besoin de surface d'entreposage, par Vous exemple. diminuez vos stocks, vous diminuez vos coûts opérationnels, vous diminuez votre besoin de financement. Donc un des plus gros secteurs en France et qui est en retard là-dessus, c'est la supply chain, vous voulez Non, nous dire? pas du tout. On n'est pas en retard, hein. Alors, pour le coup, en France, on est très en avance. On est très en avance parce que on a certainement les meilleures startups du monde pour la partie entreprise. Il faut savoir qu'on a la chance d'avoir les meilleurs data scientists, certainement les meilleurs data scientists. Il y a qu'à voir, dans le monde entier, on se les arrache. Toutes les librairies d'intelligence artificielle ont été écrites par des Français, toutes, y compris celles de Google. Celle qui est le plus utilisée a été écrite à Télécom dans une école française qui s'appelle Télécom de Paris, pas en français. Et on a aussi des entreprises qui ont de très très bons process et des process qui ont été, on va dire, impulsés aussi par l'État. Il n'y a qu'à voir toute la partie achat. Elle a été renforcée par l'État qui a voulu plus de transparence. Et ça donne des process excellents. Et quand nos entreprises laissent partir leurs collaborateurs et qui rencontrent des data scientists, ça fait d'excellentes startups. On a certainement les meilleurs en France. Je ne citerai que Silex.
Silex qui fait ce qu'on appelle du sourcing, c'est du choix de prestataire, qui est signé aujourd'hui avec tout l'État français, toute l'armée et les plus grandes entreprises françaises. Et ça, aujourd'hui, le monde entier nous l'envie. Alors, et ça, c'est quand même un petit peu moins connu par les Français, donc là, on peut faire cocorico. Pourquoi est-ce que les Français sont donc pas reconnus dans leur propre pays? Finalement, on n'en entend pas beaucoup parler de toute cette gloire, hein, finalement, de nos Le problème, ingénieurs. oui, le problème, c'est que l'espace médiatique a plutôt été utilisé ces 2 dernières années sur l'arrivée imminente du Terminator. On a plutôt joué à se faire peur, et des gens comme Laurent Alexandre nous ont fait perdre beaucoup de temps parce que cette vision négative, cette vision un peu pervertie de l'intelligence artificielle n'a aucune réalité par rapport à la réalité du contexte des startups. Et surtout, ça, au lieu de venir avec un discours progressiste et positif, on a passé notre temps à faire du mal et à se faire peur sur l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas du tout le cas, parce qu'on a une vraie opportunité de réindustrialisation avec l'intelligence artificielle, de créer des emplois, et on a une opportunité pour nos entreprises de créer de la croissance. Être capable de réduire les coûts, c'est être capable de réinvestir, c'est être capable d'avoir de l'intelligence artificielle, c'est créer de meilleurs produits. Et ce qu'il faut savoir... C'est-à-dire que vous voulez dire que Laurent Alexandre nous a fait miroiter qu'on allait vivre indéfiniment, et en fait, ça a masqué le vrai débat, c'est ça que vous voulez nous dire? Exactement. On a parlé de choses qui nous font peur, la mort certainement, la résurrection, ce sont des nouvelles religions bio... Mais tout ça, c'est un mythe, en fait, c'est ça que vous voulez nous dire. Il faut retomber sur Terre, soyons réalistes. C'est le mythe du discours de la secte apocalyptique, hein, parce que la résurrection, la copie du cerveau, bon, et le débat, il n'est pas là. Le débat, il est économique. On a des emplois à créer, on a une industrie à faire vivre, et surtout, autour de nous, on ne va pas nous attendre. Bien sûr, on voit que la concurrence est très dure. Elle est très dure, elle va être de plus en plus dure, et il faut que les entreprises comprennent bien que l'intelligence artificielle, c'est la suite de la transformation digitale. C'est une nouvelle étape, c'est pas très compliqué, il faut juste... Justement, vous allez nous donner les étapes dans quelques minutes, si vous voulez bien, Stéphane Roder. On va passer la parole à Mathieu Zamagnan, qui veut vous poser une question, en tout cas qui veut réagir. Non, en fait, avec moi, je vais réagir, je suis parfaitement d'accord avec Stéphane. Je pense qu'on a passé beaucoup de temps pour parler des problèmes éthiques qui nous sont posés par l'intelligence artificielle. Donc, on parle d'intelligence artificielle robotique et toutes ces problématiques-là, avant de parler de l'intérêt de progrès. Souvent, on a tendance à faire ça. On parle toujours des problématiques avant même de parler de progrès. Et alors, je suis parfaitement d'accord avec le fait qu'on est très en retard en France, notamment sur l'intelligence artificielle. Les Chinois et les Américains investissent des milliards de dollars par an dans la recherche et développement. Et moi, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, on parlait que l'Île-de-France allait mettre 20 millions de dollars dans la recherche et développement sur l'intelligence artificielle. D'euros, sans doute, en euros. D'euros dans la recherche et développement sur l'intelligence artificielle, alors que rien qu'en regardant MIT, qui est une université américaine, on investit plus d'1 milliard de dollars par an dans l'intelligence artificielle. Ça montre bien qu'on est vraiment en retard sur ces sujets. Alors, Stéphane Roder. Je crois qu'il faut rétablir une vérité. On n'est pas du tout en retard, on n'est absolument pas en retard. En tout cas, en ce qui concerne les entreprises. Il faut savoir que, effectivement, les Chinois et les Américains investissent beaucoup, mais c'est dans la grande consommation. Aujourd'hui, nous, le B2C, on sait que c'est fini, ce ne sera jamais un business pour les Européens, tant mieux si c'est pour les Chinois, mais nous, par contre, sur l'entreprise, on est très en avance. Et je pense qu'il faut arrêter de dire qu'on est en retard. Les 600 millions, le milliard, les 24 milliards investis par les Chinois, croyez-moi, ce n'est pas dans l'entreprise, c'est sur de la grande conso, ils ont un État bien différent du nôtre, sur lequel, effectivement, ils vont mettre de l'intelligence artificielle. Mais tout ce qui est entreprise, ils ne le font pas. D'ailleurs, ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont pas de process. Ces gens-là ne savent pas. Rappelez-vous que nous sommes numéro 1 mondial. Mais les Américains, on a des entreprises qui ont des meilleurs process que les Américains.
on est beaucoup plus en avance dans le déploiement J'espère que vous avez raison. de l'intelligence artificielle que les Américains. Et rappelez-vous que le numéro 1 mondial du logiciel d'entreprise est européen, c'est SAP. On va faire, si vous voulez bien, une petite pause musicale et puis ensuite on parlera avec Stéphane Roder de la marche à suivre pour mettre en place justement une intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Par contre, Stéphane Roder, quand vous parlez, même si vous répondez, il faut regarder vers moi parce qu'il y a la caméra. Pardon. Merci. À l'antenne, ça passe pas ça. Il n'y a pas que la caméra. Non, à l'antenne, ça passe, il n'y a pas de Ça, non, souci. non, mais il faut vraiment être près du micro. Par contre, près du micro, oui, Pardon. c'est important. Excusez-moi, Alors- j'ai réagi. Ah non, mais vous avez bien fait, ça fait partie du. Non, 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 ça va. Tout le monde est d'accord. C'est là, on est là pour ça. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on parle maintenant, qu'on avance dans votre sujet, qu'on parle un peu de la méthode? Parce que, en fait, c'est ça, je pense que les entreprises ont du mal à appréhender. Si on n'a rien fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui faut-il contacter? Comment? Combien ça coûte? C'est vrai? Puis vous adressez aux grosses entreprises? C'est ce que je lui ai... Non, il a dit que non. C'est ce que je lui ai demandé tout à l'heure. Vous voulez lui reposer la question? Souvent, mes clients, ça va de. Le plus petit, c'est 100 personnes. Oui. 100 personnes. Le plus gros, c'est 5000. Et là, je suis en train de commencer à créer une école. Je ne sais pas combien ça se fait. Alors, Stéphane Roder, vous faites du conseil Oui. pour la mise en place de ce... C'est bien ça. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide pratique de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. On va en parler. On en parlera en dernier du livre pour pouvoir après donner... J'ai pas la maison d'édition. Erol, Ah, c'est chez Erol. Alors, c'est le guide pratique de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. de... L'intelligence artificielle dans l'entreprise. aux éditions Erol. Ah, mais c'est bizarre, ils m'en ont pas parlé. Les codes. C'est qui, là? Philippe. The Piano Guy. Ah, c'est The Piano Guys. Over 1000 people, oui. C'est vrai. Je connais pas ça. Oui. On peut me faire parler anglais. Je sais pas. Déjà français, c'est difficile. Je sais pas pourquoi... C'est bien. Vous avez dit que ça s'adressait aux petites comme aux grosses entreprises. Donc pour une petite entreprise, comme vous faites du conseil, par quoi doit-on commencer? D'accord. Qu'est-ce que vous leur conseillez finalement à vos clients? Et puis après, à la fin, combien ça coûte? Quel budget il faut-il prévoir? Et à partir de combien de personnes faut-il commencer à penser intelligence artificielle quand on est... Parce que vous avez dit 100 personnes, mais c'est déjà beaucoup, moi je trouve, 100 personnes. Oui, moi aussi. Hein, vous êtes d'accord? Ben nous sommes deux. Oui, mais en fait, ce que je dis, c'est que les très petites entreprises font des produits sur étagère. Ça va exister, ça? Oui, il y en a plein. On des produits, pardon. Sur étagère. Ouais. Allez, on y va. Pas le droit de parler comme ça. Ouais. Si, moi je sais ce que ça veut dire. Nous voilà de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Stéphane Roder, fondateur d'iBuilder, de Denis Marin, fondateur de Cryo Beauty Pharma, et puis de Mathieu Zamagnan, directeur général du groupe Education First. Alors, nous étions avec Stéphane Roder en train de parler de l'intelligence artificielle. Stéphane Roder, vous faites du conseil auprès des entreprises. En France, comme on a dit, il y a des très petites entreprises et puis des 10% de grosses. Très petites, ça va à partir de 1-2 personnes. Pour vous, la moyenne, à combien de personnes on peut commencer à utiliser ou à faire appel à vous pour mettre en place de l'intelligence artificielle? Vous conseillez des entreprises de combien de temps? D'une centaine de salariés? À partir d'une centaine, mais on peut mettre de l'intelligence artificielle dans les très petites entreprises. Ce qui va arriver sur le marché, ce sont des solutions sur étagère, certainement en ligne, ce qu'on appelle en mode SaaS. Donc des solutions toutes prêtes. On va pouvoir, dans un avenir très proche, utiliser de l'intelligence artificielle, même si on est deux dans une entreprise. Exactement. On n'aura plus qu'à se servir comme d'un livre, finalement. Si vous regardez Salesforce, par exemple, Salesforce a racheté il y a 2 ans une douzaine d'entreprises qui faisaient de l'intelligence artificielle, les a intégrées dans son offre, et maintenant ils ont ce qu'ils appellent Einstein, qui vient intégrer dans leur CRM
des fonctions d'intelligence artificielle. Alors, je pourrais en citer une qui est très intéressante. Ces logiciels regardent, par exemple, vos clients. Ils sont capables de déterminer un profil. La société Ciel? Non. Je parlais de Salesforce. Ah, de Salesforce, oui. Ils sont capables. Il y a une partie d'intelligence artificielle qui est capable de générer des nouveaux clients, des nouveaux leads. En fait, en analysant vos clients, ils profilent vos clients et ils vous disent, tenez, regardez, celui-là, c'est le même profil. Et il va certainement être capable d'acheter la même chose que ce que vous avez vendu à ses clients. Et cette génération de nouveaux leads, finalement, ça permet... De nouveaux prospects, vous voulez dire? De nouveaux prospects. De nouveaux prospects, ça permet aux vendeurs d'aller beaucoup plus vite, d'aller directement. Ça permet au marketing de ne pas avoir ce travail de génération de prospects à réaliser. Et on augmente en fait notre capacité à vendre et on fait baisser, qui est très important, le coût d'acquisition du client. Alors ça, on a compris que ça c'était pour les très petites entreprises. Bientôt, on va voir apparaître des produits qu'on pourra acheter pour intégrer des solutions pour aider à commercialiser et à vendre. Par contre, pour les autres entreprises qui font appel à vous, quelles sont les démarches? Comment vous entamez votre métier donc de conseil en intelligence artificielle? Comment ça se passe? Expliquez-nous. Alors, la grosse question des entreprises aujourd'hui, c'est dites-moi où je peux mettre de l'intelligence artificielle. Et en fait, ce qu'on fait avec ces sociétés, c'est on fait ce qu'on appelle un schéma directeur intelligence artificielle, comme à l'époque, on faisait un schéma directeur des systèmes d'information, où en fait, on va être capable de reprendre métier par métier, process par process, et on va être capable de dire à ces sociétés, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire, et quel va être le retour sur l'investissement. Et on peut prendre en fait plusieurs paramètres pour faire des choix, parce que l'important en fait pour ces sociétés, c'est d'être capable de mettre des priorités sur les projets. Donc, il va y avoir beaucoup de projets possibles dans les sociétés avec l'intelligence artificielle. Il y en a certains qui vont répondre, qui vont être faits par des solutions du marché, on l'a dit, et d'autres qu'il va falloir développer parce que c'est très spécifique à la société. Et là, il faudra être capable de mettre des priorités. Finalement, c'est le cœur de mon métier, c'est d'être capable de conseiller ces sociétés sur quels sont les projets, et après, de les mettre en relief avec des priorités. Et les priorités, ça va être le retour sur l'investissement, mais aussi la pénibilité. Ah d'accord, maintenant donc on tient bien en compte la pénibilité au travail dans tous les projets qu'on va Oui, regardez, sortir. quand vous avez... on n'a pas idée en fait de la pénibilité certainement dans les entreprises, mais quand on voit le contrôle de la paye qui est fait manuellement dans des très très grosses entreprises du CAC, qui est fait manuellement des gens qui regardent 2 écrans pendant des heures et qui comparent le bulletin de paye, ça c'est pénible, ça ne sert à rien. Et si ça peut être fait automatiquement, c'est la société Datim qui fait ça, c'est merveilleux. Ça permet à ces gens-là de faire autre chose, de faire des choses beaucoup plus intéressantes. Même chose dans les assurances. Quand vous avez un problème et que vous avez votre assureur, croyez-moi, le téléconseiller, il est autant en panique que vous parce qu'il doit chercher le bon contrat pour bien vous conseiller. S'il a un assistant qui vous donne cette information, il va être capable de se concentrer sur vous, de travailler avec vous, et au final, c'est de la qualité qui augmente. Est-ce qu'on peut donner une fourchette de budget d'investissement en intelligence artificielle par taille d'entreprise? Est-ce qu'on peut donner une petite indication? Non, ça dépend, parce que ça dépend vraiment de ce que veut faire, quelle est la stratégie. C'est difficile. C'est difficile. Ça dépend de la stratégie de l'entreprise. Est-ce qu'elle veut aller vite? Est-ce qu'elle est consciente, surtout, de la nécessité de mettre de l'intelligence artificielle? C'est tout ça qui est en train de se faire en ce moment, une acculturation en fait des entreprises. Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre très pragmatique qui permet aux entreprises de comprendre la nécessité d'intégrer l'intelligence artificielle avec des exemples concrets et des témoignages qui permettent en fait de se projeter. Voilà, donc si vous avez envie d'investir dans l'intelligence artificielle, procurez-vous ce livre. Il s'appelle Le guide pratique de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Il est édité aux éditions Erol et donc pas à pas,
Donc Stéphane Roder vous conduit à pouvoir acheter ou utiliser les conseils à bon escient selon votre taille d'entreprise. Merci beaucoup Stéphane Roder. On va faire une nouvelle pause musicale et puis ensuite on passe la parole à Denis Marin pour Cryo Beauty Pharma. Qu'est-ce qu'on passe maintenant là, Philippe? Celle-là. Et ben voilà, Oui, c'est trop. c'est vrai. C'était pas ça. Ça, c'est pour après. C'est l'invité, c'est pas lui. Ah ouais, non, mais je pensais que comme c'était dans l'ordre, là, je crois que tu voulais. Bon, ça fait rien. Je sais plus, vous avez- On va la repasser tout à l'heure. Parce que c'est le... Seul, on a rien dit. Ben voilà, ouais. Faut Est-ce que vous avez Florence. vous avez l'artiste. Faut matraquer. Ouais, Oui, c'est vraiment Ah ouais. un virus. faut que j'écrive plus gros. Le 7 février. Ok. C'est bon pour le moral, je suis un peu. Est-ce qu'il y a d'autres choses sinon vous vouliez dire? Parce que tout à l'heure, je vous redonnerai la parole pour quelques minutes de conclusion à la fin. Oui, je pense que l'histoire de la pénibilité, c'est très important parce que l'évolution, ça permet en fait à l'humain de penser à autre chose et ça va faire évoluer. Ça va faire évoluer l'homme. Donc ça arrête tout ça. C'est de la suite de mécanisation. D'accord. Ça fait toujours bizarre. On reprend? On reprend? Ouais, non, on laisse. On reprend. Oui, on le réécoutera tout à l'heure. Mais votre voix, elle est complètement transformée. Ça va bien. Eh bien, c'était un nouveau chanteur sur IDFM, un nouveau groupe en tout cas, avec son titre Héritage, un disque, un scoop, un disque qui va sortir au mois de juin prochain. Et d'ailleurs, l'interprète est avec nous, il nous en parlera tout à l'heure, et il s'agit de Matt Méran. On va tout de suite passer la parole au bar de l'économie sur IDFM. Nous sommes en compagnie toujours de Stéphane Roder, fondateur d'I-Builder, de Mathieu Zamagnan, directeur général de groupe Education First, et puis de Denis Marin, qui a créé Cryo Beauty Pharma pour faire de la recherche et du développement. Et on va tout de suite lui passer la parole, car Denis Marin, vous avez créé un nouveau produit que vous lancez. C'est le premier produit de cryothérapie sélective pour éliminer en 6,5 secondes les taches brunes des mains. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et donc, on va parler d'une cryothérapie qui est une innovation mondiale, sachant que l'on. Oui, sur étagère, en tout cas, comme on dit maintenant, c'est-à-dire qu'on Sur pourra le étagère, trouver en vendu grande en surface pharmacie. ou en pharmacie. Non, En pharmacie. pas en grande surface. En D'accord. pharmacie uniquement et en institut de beauté et demain dans les magasins, toutes les grandes chaînes de du produit. Sachez que la cryothérapie est quelque chose pour les gens d'assez basique, hein, c'est le froid. On parle souvent de cryothérapie avec le spray que l'on voit sur des stades de foot, des poches de glaçons, la cryothérapie chez les dermatologues qui est de l'azote. En réalité, la cryothérapie est une technique extrêmement compliquée si on veut la maîtriser parce que le froid est très puissant et vous allez comprendre
notamment celles qui nous intéressent aujourd'hui, qui sont celles qui produisent et qui sont à l'origine de l'hyperpigmentation qu'on appelle des taches brunes ou des lentillos solaires en termes médicaux, ont une viabilité au froid qui est peu importante puisqu'elles sont détruites entre -5 et -15 degrés. Donc D'accord. vous comprenez tout de suite On comprend tout de suite l'enjeu l'intérêt. technique qu'il y a derrière, puisqu'en une seconde, on perd 120 degrés, et là, il ne faut pas descendre entre -5 et -15, d'autant plus que les cellules qui protègent la peau, qui renouvellent la peau, elles ne sont plus viables à -20, -25 degrés. D'accord. Donc ça veut dire que pour détruire ces cellules, ces taches brunes, il a fallu que vous trouviez le bon dosage et la bonne durée de temps pour qu'on puisse se les enlever soi-même, Alors c'est tout à fait grâce à ça, votre produit. et les enlever en toute sécurité, sans effet secondaire. Quand je parle de sans effet secondaire, c'est-à-dire sans douleur, parce que le froid à des températures très basses est relativement douloureux, en tout cas ça n'est pas anodin, sans cicatrice, donc un froid qui s'applique en toute sécurité par le commun des mortels. Alors c'est extraordinaire votre produit. Expliquez-nous comment ça fonctionne donc pour qu'on arrive à ce résultat que vous venez d'expliquer. Alors, le fonctionnement est aussi simple que de se servir, si vous voulez, d'une tasse de café, d'un expresso le matin. C'est-à-dire que le produit est en veille permanente. Tout est automatisé. Donc, il suffit de le réveiller, il clignote. Donc en fait, on va expliquer que c'est un appareil qui fait à peu près 20 cm. C'est un petit peu, voilà, les femmes qui ont l'habitude d'utiliser des produits, elles vont très bien l'utiliser facilement. Donc ça fait 20 cm et puis il y a un embout translucide qui va conduire, qui est en cône et qui va donc conduire, j'imagine, le froid vers la tâche qu'on veut éliminer. Tout à fait. Donc on l'allume en appuyant sur un bouton, Voilà, c'est ce que je suis en train comme de sur faire. son téléphone Il finalement. clignote. Le Pendant bouton ce temps-là, clignote. vous avez cette ouverture, vous placez donc sur la main d'une façon bien horizontale. Donc la main doit être bien posée à plat. Oui, verticale, pardon. La main Et doit donc, être posée à plat et à plat, et dès que votre vous appareil avez le en bouton- vertical sur la tâche. Et dès que le bouton vert est permanent, vous appuyez et ça se déclenche automatiquement avec une séquence qui paraît peut-être anodine comme ça, qui a nécessité plus de 2 ans de recherche. En tout cas, 2 ans de mise au point. Du bouton, rien que pour le parce- bouton et pour la durée donc. Exactement, parce que comme vous l'avez vu, du froid. vous avez une séquence qui a un certain temps, avec entre chaque spray, c'est une série de ce qu'on appelle des micro-sprays, qui sont totalement différents les uns par rapport aux autres. Et pour être tout à fait ciblés en termes donc, de froid pour éliminer les cellules donc, qui sont à l'origine de cette hyperpigmentation, comme je le disais tout à l'heure, il faut être précis à 0,3 degrés près. Et ça, personne ne peut le faire aujourd'hui au monde. Et nous sommes les seules entreprises françaises, start-up, à avoir pu mettre ça au point. Alors, est-ce que la tâche disparaît tout de suite ou bien il faut attendre quelques jours le temps que la peau fasse son travail? Alors, c'est une excellente question. Nous ne sommes pas des magiciens. C'est-à-dire qu'il y a un process physiologique où donc la cellule qui renferme en réalité de la mélanine, que tout le monde connaît, qui est là pour nous protéger des UV et qui donne la coloration de la peau, va être donc détruite, cette cellule. La mélanine va remonter, il faut un certain temps, il faut 15 jours à 3 semaines. Donc pas d'inquiétude parce qu'au départ, la tache qui est généralement brune mais assez claire, va de plus en plus prendre un teint foncé. Donc on peut s'inquiéter en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un processus au contraire tout à fait naturel puisque la mélanine a été libérée en masse, elle va remonter à la surface de la peau et dans les 4 semaines, d'une façon absolument définitive, vous allez avoir une petite pelure qui va disparaître sans vous en rendre compte en vous lavant les mains ou dans la journée. Oui, la peau va dessécher et ça va tomber comme une croûte Exactement. finalement. C'est Tout ça à que vous voulez fait, nous comme dire. quand vous avez un petit coup de soleil, et au bout de 8-10 jours, vous avez une toute petite pellicule de peau qui s'en va. Alors, on a une sensation de froid quand on utilise cet appareil? Alors, les sensations sont très personnelles. Il y a des gens qui ne sentent rien, certains effectivement sentent un peu de froid.
La plupart disent il y a un petit picotement. Alors c'est En toujours intéressant. antenne, vous me le ferez tout à l'heure, même Je si vous j'ai le pas de ferai taches brunes. Oui, Tant mais pis, vous je vais êtes faire trop un jeune, essai. Florence. Je suis trop jeune. Parce que les taches brunes apparaissent à partir de 40-45 ans, en été selon le temps d'exposition au soleil, d'où ce que je vous disais tout à l'heure, l'origine du terme médical qui est l'antigo solaire, où il y a une accélération de la présence des taches brunes liée à l'exposition au soleil. Alors, est-ce qu'on peut le faire sur toutes les taches brunes? Est-ce qu'on peut utiliser votre appareil et ce produit sur toutes les taches brunes? Alors, cet appareil est très réglementé. C'est un dispositif médical. Il ne faut pas en avoir peur par le terme. Mais dispositif médical de classe 2A qui nécessite, donc, au travers de la réglementation, un certain nombre d'études. Et ces études donc, sont des études cliniques. Et chaque partie du corps nécessite, parce que les cellules sont différentes, la peau est différente et réagit différemment, une étude différente. Donc nous avons démarré nos recherches sur les mains. On ne peut pas aujourd'hui appliquer ce produit sur le visage ou sur le décolleté. Vous vous doutez bien qu'il y aura, dans nos cartons, nous avons un certain nombre de projets sur plein d'autres choses, que la cryothérapie sélective peut être intéressante sur les rides, sur la pilosité, sur pas mal de cellules qui ont la particularité de réagir à des niveaux de froid que nous sommes les seuls aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de modestie, mais avec... Non, mais c'est vrai, en plus, c'est pour ça que je vous ai fait venir ce matin à l'antenne, sinon je ne vous aurais pas fait venir. C'est vrai, vous êtes le seul à proposer ce produit et puis à nous expliquer que finalement la cryothérapie, quelle qu'elle soit, c'est très intéressant. On ne pouvait pas imaginer tout ce qu'on peut soigner avec le froid finalement. Tout à fait. Alors le froid, on en parle de plus en plus. Le terme est assez ancien, mais en réalité, le froid, on en parle beaucoup chez les sportifs. C'est un froid totalement différent, dans des caissons où on vient se revitaliser. Nous, c'est une approche totalement différente parce que j'insiste sur le terme, c'est de la cryothérapie sélective. C'est cette grande particularité de maîtrise du froid. Alors justement, vous avez inventé ce produit qui va s'appeler Cryo Beauty pour les taches brunes, mais uniquement pour les mains, on est bien d'accord. À terme, vous espérez pouvoir l'utiliser pour d'autres choses. Vous avez parlé du décolleté, d'autres endroits de la peau. En tout cas, on ne peut pas le faire sur d'autres endroits du corps que les mains, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, il n'y a pas de danger particulier, mais le produit au niveau réglementation, si vous le faites sur le visage ou sur le décolleté, de toute façon, il n'aura pas le rendu, la promesse qui est d'éliminer définitivement les taches brunes. Vous ne l'aurez pas sur le visage et sur le décolleté. Donc c'est pas que c'est dangereux de le faire, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, tout à fait. Alors Denis Marin, vous êtes un pro des nouveaux produits en pharmacie. En tout cas, ça fait longtemps que vous travaillez dans le domaine de la santé pour notre bien, pour trouver des produits. Et vous avez déjà lancé d'autres produits comme des choses contre les verrues ou aussi pour éviter de ronfler. Oui, tout à fait. Alors, je me suis intéressé à des marchés de niche
CEPA, le produit Cryopharma. Ce produit n'a pas évolué, c'est un excellent produit. Il y avait beaucoup de choses à faire et je me suis bien gardé cette idée novatrice. Mais encore faut-il avoir les moyens de le faire. Je parle de moyens financiers, le temps de le faire et l'énergie pour le faire. Alors justement, on va parler, puisqu'on est quand même dans une émission économique, on va parler de la stratégie financière pour développer un tel produit. Comment, parce que vous avez quand même été reconnu par la BPI, c'est pas rien, hein, la banque française qui aide justement les startups. Vous avez été reconnu comme une société d'excellence, et puis vous avez réussi à réaliser une levée de fonds d'1,5 million d'euros par souscription. Donc expliquez-nous un petit peu toute cette stratégie. Alors, de start-up finalement. La difficulté n'est pas forcément de trouver des fonds, parce que quand vous avez des bonnes idées, par contre, c'est d'arriver à avoir les fonds qui C'est-à-dire que c'est de taper aux bonnes portes déjà pour commencer. Alors comment vous avez fait? Alors, j'ai autour de moi un certain nombre d'actionnaires, hein, nous sommes 4 actionnaires, dont un chef d'entreprise, qui lui-même avait fait un certain nombre de levées de fonds et qui m'a permis d'accéder aux fonds qui sont rentrés là, le 18 décembre dans l'entreprise, qui sont Sofimac et Pigot Capital, qui gèrent le fonds Loire Valley Invest, pardon. Et donc c'est par l'intermédiaire de relations où on a pu accélérer effectivement ce process. Alors là, vous êtes toujours en souscription de fonds puisque vous voulez arriver à 2,5 millions d'euros. Pour faire quoi? C'est une bonne question. 2,5 millions d'euros, c'est une somme importante. Nous sommes sur un marché très exigeant en termes de coûts de recherche et en termes de soutien marketing. Parce que notre produit, comme la plupart des produits en pharmacie, est soumis à une dure réalité du marché, c'est que nous sommes sur un marché d'offres. Les gens ne vont pas penser à notre produit, malheureusement, sinon ce serait plus facile pour nous. Donc pour faire connaître le produit, nous sommes obligés d'être exposés sur des médias importants. Nous sommes actuellement et jusqu'à fin janvier sur toutes les grandes chaînes de télévision en ce moment, dans la publicité dite classique. Et je suis très content d'être avec vous ce matin parce que ça ne peut qu'amplifier cet écho. Et donc la communication télévision coûte très cher et une partie de ces fonds, voire la moitié, va être dédiée à accélérer la présence dans l'esprit des consommateurs de notre produit et surtout la connaissance de l'existence de ce produit parce qu'en pharmacie, nous sommes exposés. Mais la pharmacie, même si un certain nombre de pharmaciens font du conseil, la pharmacie est encombrée de produits et ne connaissent pas forcément notre produit. D'accord. Donc la première étape, c'est pour pouvoir finalement viser d'être mieux présenté en pharmacie et qu'on vous demande votre produit. Et la clé, c'est la demande. Voilà, la clé, c'est la demande. Mais alors, au niveau de la protection des droits, puisqu'on reproche aux sociétés françaises de ne pas assez protéger ces innovations, combien ça coûte de protéger ces droits de création parce que j'imagine que vous allez devoir le faire pour plusieurs pays. Vous allez viser l'international. Oui, tout à fait. Alors, heureusement, quand on lance, nous avons déposé 2 brevets, il y a un cheminement qui est assez long. Hein, il y a un cheminement sans entrer dans des détails techniques, mais européen. Puis on passe en phase PCT, c'est-à-dire internationale. Ça demande entre 3 et 5 ans. Donc, le coût, évidemment, est proportionnel au nombre de pays que l'on veut toucher. Mais au démarrage, ce sont des coûts importants, mais on ne va pas parler en centaines de milliers d'euros, on va parler en 10, 20, 30 000 euros pour déposer un brevet, puis après passer en phase internationale, mais encore une fois, ça se fait dans le temps. Donc si l'entreprise a réussi à prendre son essor, il est clair que ce ne sont pas les coûts les plus importants. Les coûts les plus importants pour nous, parce qu'il y a également les marques à protéger, à déposer, mais les coûts les plus importants, c'est vraiment de la recherche et du développement, et c'est à égale proportion par rapport aux dépenses marketing. Il faut savoir que nous, nos dépenses marketing, parce qu'on a un business model très particulier, où on externalise énormément de coûts. Donc, le coût clé de l'entreprise, c'est
sur le marketing et on investit à peu près 20 à 25% du chiffre d'affaires. D'accord, oui, donc c'est énorme en marketing, mais c'est comme ça qu'en grande consommation, on peut avancer. Donc, Tout à fait. le marketing est un bien d'investissement comme d'autres produits. Alors, on va rappeler donc ce produit révolutionnaire, je rappelle, c'est Cryo Beauty Tache Brune. On peut le trouver donc dès tout de suite en pharmacie. Alors vous le trouvez, il est présent aujourd'hui dans 3500 pharmacies, qui sont les pharmacies les plus importantes qui représentent à peu près 60-70% du chiffre d'affaires total de la pharmacie en France. Et depuis le mois de novembre, dans un certain nombre d'instituts de beauté, et j'espère demain dans des grandes chaînes de beauté telles que celles que vous connaissez habituellement, Sephora, Nocibé. Voilà, Sephora, Nocibé, Marionneau. Voilà, et nous l'avons également sur notre site marchand, site internet qui est, si vous souhaitez l'avoir, cryobeautypharma.com. Oui, voilà, absolument. Si vous souhaitez acheter le produit en direct, eh bien, on peut le faire donc sur votre site que vous venez de citer. Tout à fait. Merci beaucoup, Denis Marin. Donc, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour 2019, puisqu'on est dans l'année, on est au mois de janvier, on peut vous souhaiter faire des vœux. Eh bien, je vous remercie en tout cas d'y penser. C'est une longue vie à Cryo Beauty Pharma, qui est un premier bébé, j'appelle ça souvent mon bébé. Et donc, il grandisse. Aujourd'hui, il est prêt à courir et à faire l'exploit que tous les gens attendent. Voilà, exactement. Voilà, on vous souhaite donc longue route avec ce produit. Allez, on fait tout de suite une nouvelle pause musicale et on rejoint après notre troisième invité du jour, Mathieu Zamagnan. Alors on passe quoi là? Je sais plus. Non, non, parce que les taches brunes, c'est 3. Ah non, Whitney Houston. On va le faire. Non, mais c'est 3 taches qui rabaissent sur les mains. Et là, on a 3 ans de visage. Non, ce que vous voulez, on ne dira pas. Oui, voilà. C'est encore mieux. Sur les réseaux sociaux, les algorithmes, Moi, je veux bien voir sur la toute petite tache là, genre en minuscule, on va voir. Ah oui. C'est un grain de beauté ou une tache. Allez, ah non, faut faire la main à plat. Moi, je ferai le test. Alors, ah oui, c'est vraiment. Là ou là. C'est Ouais, minuscule chez oui. moi. Parce qu'après, sachez, sur des tâches comme ça, je ne le ferai pas. Ah bon? Non, mais si vous voulez, je vous le fais. Non, c'est pas ça. C'est que ça va vous faire. Les tirs c'est 6 mm. Donc ça va vous faire quelque chose qui va être relativement trop grand et ça va vous. Pas mal. Non, ça je peux Ça vous faire. repousse la peau. Oui, tout à fait. Mais vous aurez une marque qui est conséquente. Oh oui, celle-là aussi, vous êtes trop jeune. Alors laquelle vous voulez? Eh ben celle-là, voilà. Allez-y. Ça coûte combien en fait, j'ai oublié de demander. Oui, Ah, 40. on vous redemande. Ici. Non, une fois de l'application Exposer, vous allez sentir la fiche. Je sens, ça y est. Oui. Alors certaines personnes disent là ça fait une cote. Là, Non, il n'y a plus rien. déjà. Il faut attendre que ça s'enlève. Bon, je vais vous faire parler au Vous micro, voulez on a oublié de parler du prix. Non, vous en avez Bah pour une fois, alors on n'a pas envie de t'avoir de tache brune, mais pour une fois je te dirais c'est bête, on n'est pas. Ah j'en ai une autre là, mais toute petite. Là, ça dépend. Vous êtes sûr? C'est préventif aussi. C'est pas que je ne veux pas. Il faudrait la version après, vous l'ajoutez Twitter. Non, mais pour le visage, c'est vrai que les gens vont être très intéressés. Oui. Bon, il faut, allez hop, fini la récréation, faut qu'on y aille là. Ça va combien ça? 49 euros. On va en parler tout de suite avant de vous passer la parole. Allez. Attention, c'est reparti. Nous voici de retour au bar de l'économie. Et oui, pendant la pause musicale, il faut vous dire qu'on s'amuse. Et non, on ne s'amuse pas. On a testé le produit dont on vient de vous parler. Donc le produit pour enlever les taches brunes.
Alors effectivement, je vous rappelle qu'au bar de l'économie, aujourd'hui, j'accueille Stéphane Roder d'IA Builder, j'accueille Denis Marin pour Cryo Beauty Pharma et Mathieu Zamagnan, directeur général du groupe Education First. Mais avec Denis Marin, pendant la pause musicale, là, on a testé donc le produit Cryo Beauty. Je l'ai moi-même testé. Donc effectivement, il faut dire peut-être, Denis, que le prix, combien ça coûte? Oui, c'est une notion toujours sensible pour les auditeurs. Donc le produit permet de traiter 20 tâches et le prix de vente conseillé en pharmacie est de 49 €, soit à peu près 2,50 € la tâche, définitivement. Je pense que ça va intéresser facile. énormément de nos auditeurs parce que vous êtes juste dans une bonne cible. Donc ça tombe bien. Je l'ai testé. Donc on sent effectivement, ça dure quelques secondes. Hein, le produit tombe, devient blanc. On sent un léger picotement sur la peau et ça disparaît. Mais ça dure même pas une seconde ce picotement. Et puis après on ne sent plus rien. Après il faut pas toucher, j'imagine. Il faut laisser le produit agir. Non, c'est terminé. Là, C'est vous terminé. pouvez vous laver les mains, vous pouvez sortir. Il n'y a aucune Rien de précaution, particulier à sauf en faire. été. Si vous êtes exposé au soleil, il faut juste mettre un petit indice 50 par précaution. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. Effectivement, au soleil, il vaut mieux se protéger la peau, en tout cas les mains et le visage. On va passer tout de suite la parole à notre troisième invité du jour, Mathieu Zamagnan. Vous êtes directeur général de EF Corporate Solutions. En fait, c'est le groupe Education First, un groupe qui travaille sur les langues et la formation des langues. Et puis, vous avez participé avec le ministère du Travail sur la maîtrise des langues étrangères au mois de novembre dernier. Donc, expliquez-nous un peu l'enjeu. Alors l'enjeu, c'est, vous savez qu'on est dans la période des réformes. Il y a une réforme aussi de formation qui est en place. Ce qu'on appelle le CPF, qui est le compte personnel de formation, a évolué depuis l'année dernière, depuis ce mois de janvier, début janvier. La manière dont les formations sont financées vont changer. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a discuté effectivement avec le ministère. Et en même temps, ça concordait à la sortie de notre index global de la formation, de niveau d'anglais dans le monde, qui plaçait la France 35e, dernier pays européen. Et ça concordait parfaitement à la mise en place de la nouvelle réforme et la manière dont le gouvernement voit la formation linguistique et l'importance des langues actuellement en France. Alors, on est en train de commencer à faire des progrès au niveau de l'enseignement des langues, c'est ça que vous venez de nous dire, puisque vous avez participé au ministère du Travail sur ce thème. Je n'irai pas jusque-là, pour l'instant c'est en réflexion. C'est toujours en réflexion. Absolument, c'est en réflexion. J'imagine qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Nous, on a simplement fait un retour par rapport à ce qu'on connaît sur le marché, en étant les spécialistes du marché, et surtout un échange de best practice de ce qui se fait dans les autres pays par rapport à ce qu'on fait en France, et notamment le constat Alors, qu'est-ce qui se fait justement dans les autres pays, puisqu'il y a quand même des pays très proches qui nous entourent, ils parlent déjà 3 langues dès la maternelle. Il y a des choses très simples en fait que quelques pays ont mis en place, sans pour autant changer tout leur système éducatif et l'approche par rapport aux langues. C'est notamment ne plus doubler, par exemple, des films à la télé. Donc ça, vous avez le Portugal qui a fait ça il y a quelques années. Et les Portugais ont maintenant un niveau d'anglais qui est bien supérieur au français. C'est-à-dire qu'on laisse uniquement le texte en bas de l'écran, le sous-titrage. Le sous-titrage, et on ne double plus aucun film au Portugal. Donc ça, ils ont vu effectivement l'impact. C'est ce qui se passe depuis très longtemps dans les pays nordiques d'ailleurs. On parle des Suédois, Finlandais, Norvégiens et autres, Danois, de parfaitement maîtriser l'anglais. En réalité, c'est dû à ça, c'est que rien n'est doublé, même les dessins animés sont majoritairement sous-titrés à partir d'un certain âge, bien évidemment, à partir du moment où les enfants commencent à lire. Et il y a énormément même de dessins animés qui ne sont pas doublés, qui sont simplement transmis en anglais à la télé, ce qui apprend aux enfants très rapidement l'anglais notamment. Alors, que propose donc l'Education First en matière de formation de langue? Alors, on a des formations très différentes. Juste pour vous situer, on est un groupe international d'éducation. On est la plus grande entreprise d'éducation privée dans le monde, puisque c'est une entreprise privée, d'origine suédoise. Nous sommes 47 000 personnes dans le monde, présentes sur plus de 100 pays. Nous avons 500 écoles et bureaux partout en France, partout dans le monde.
L'origine de l'entreprise vient d'un voyage de notre fondateur, M. Bertil Hult, qui est un Suédois, qui est dyslexique, qui avait arrêté l'école à l'âge de 16 ans. Il est parti travailler en Angleterre, un travail très quelconque, et il s'est rendu compte qu'il a appris l'anglais en 6 mois de temps, bien mieux que ce qu'il avait appris à l'école. Et à partir de ce moment-là, il s'est lancé à créer EF sur la base de ce qu'on appelle l'immersion, c'est envoyer des étudiants suédois en Angleterre pour étudier. Donc 2 ans après, en 1965, il a envoyé 400 Suédois au sud de l'Angleterre, et maintenant, voilà, nous sommes 47 000 personnes dans le monde. Donc l'origine reste l'immersion. Donc on s'est rendu compte que la meilleure manière d'apprendre une langue, c'est l'immersion. On voit très bien, quand on va 6 mois dans un pays, quand on revient, on maîtrise parfaitement la langue. Donc c'est sur ce principe-là, en fait, que toutes nos formations sont basées. Et donc à partir de ce moment-là, on a des immersions, puisqu'on envoie des gens partout dans nos écoles, partout dans le monde, notamment sur la partie corporate, avec les entreprises françaises, on travaille majoritairement avec des SPF 250. La plupart du temps avec du SPF 120, mais on va jusqu'à SPF 250. On accompagne des entreprises pour apprendre l'anglais aux salariés. On a 2 écoles exécutives qui sont à Cambridge et Boston, où on envoie les salariés pour apprendre les langues. Parallèlement à ça, on a mis en place une solution pour amener les professeurs que nous avons partout dans le monde, dans les écoles, aux entreprises. Et derrière, on a développé ce qu'on appelle du e-learning maintenant. Mais en fait, en réalité, c'est une école en ligne, parce qu'on amène les professeurs que nous avons dans les entreprises pour apprendre. Alors, comment on peut faire pour améliorer, quelles sont les demandes des entreprises justement au niveau de l'anglais? Quelles sont les premières demandes lorsqu'on fait appel à vous pour s'améliorer? C'est souvent, il y a une urgence. On réalise que beaucoup d'entreprises, malheureusement, alors c'est plus le cas, hein, mais il y a quelques années c'était le cas, on réalisait qu'on avait besoin des langues quand on avait un événement qui nous amenait à avoir besoin d'apprendre, de communiquer en anglais. Et de plus en plus, les entreprises investissent parce qu'ils réalisent qu'il faut du temps. On sait que ça devient de plus en plus indispensable. Et aussi bien les grandes entreprises que les petites entreprises. Alors, je fais une parenthèse qui me semble assez intéressante. Vous avez parlé de l'investissement dans les fintech. Oui. On sait très bien qu'une entreprise, pour réussir, a besoin d'exposition internationale. Il faut qu'il puisse vendre et présenter son produit à l'international. Et actuellement, il est en train de se passer quelque chose, c'est qu'il y a le CES à Las Vegas. Absolument. Et nous avons la plus grosse délégation après les Américains. C'est le salon donc des nouvelles technologies aux États-Unis. Il y a 400 entreprises françaises qui sont présentes. Absolument. C'est le Consumer Electronic Show qui est et nous sommes très présents et ça on voit bien l'importance de l'anglais parce que toutes ces entreprises doivent être capables de communiquer et présenter leurs produits. Et donc, en fait, nous, les Français, on n'est pas très bons en anglais. Vous avez dit, on est même dernier du classement, je crois. C'est ça? Absolument. On est dernier du classement européen en Europe. On n'est pas le classement mondial, mais au niveau du monde, heureusement. Mais alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est pas nous étions 32e l'année dernière, on est passé au 35e, et c'est pas parce que le niveau a baissé, c'est parce que les autres pays progressent beaucoup plus vite et investissent beaucoup plus dans l'apprentissage des langues. Mais malgré tout, la France a progressé depuis l'année dernière aussi, donc on progresse, à notre rythme, mais on progresse. Et je pense qu'il y a un sujet qui est assez intéressant qu'on nous avions abordé pour revenir un peu sur la table ronde dont vous avez parlé tout à l'heure avec le ministère, c'est l'approche par rapport aux langues. C'est que depuis très très longtemps, l'anglais a été considéré ou approché d'une manière très disciplinaire. C'est une discipline linguistique. Et beaucoup de pays, en fait, ils ont mis cela de côté. Ils n'ont pas une réflexion en tant que discipline sur les langues, mais comme un moyen de communication. De la même manière que nous savons tous utiliser les différents outils bureautiques et ça devient indispensable, c'est pas pour autant qu'on est informaticien. Les langues, c'est exactement la même chose. Il faut qu'on le place en tant qu'outil de communication. Voilà. Outil de première nécessité pour communiquer. Ce n'est pas grave de faire des erreurs. On peut tous faire des erreurs. Mais avant d'apprendre à bien maîtriser, il faut savoir communiquer. Alors, à votre avis, donc vous êtes en train de lancer un nouveau moyen d'apprendre donc des langues étrangères par la vidéo, c'est bien ça? Alors, la vidéo existe depuis un petit moment. En fait, c'est là où on investit énormément en ce moment. C'est bien évidemment sur tout ce qui est recherche et développement pédagogique, puisqu'on a
la partie éducation de Harvard et d'autres universités dans le monde, notamment en Chine et au Moyen-Orient, sur les méthodologies et pédagogies d'apprentissage, notamment andragogie, puisqu'on parle des adultes. Donc ça, c'est la première chose. Et parallèlement à ça, on travaille énormément sur la technologie pour aussi augmenter l'expérience apprenante. C'est ça qui est très intéressant. On parlait d'intelligence artificielle. On est la première entreprise de langue à pouvoir sortir un chatbot qu'on va sortir bientôt. Alors, expliquez-nous ce qu'est un chatbot. C'est un outil, c'est une sorte d'outil de messagerie avec de l'intelligence artificielle derrière. Donc, on va pouvoir communiquer en fait avec cet outil de messagerie sans qu'il y ait quelqu'un derrière. C'est plutôt l'intelligence artificielle qui va nous répondre par rapport à nos questions et va interagir avec nous de manière très facile et très ludique. Donc ça, c'est la première des choses. Derrière, on investit bien évidemment tout ce qui est big data, notamment EPI est un exemple. Notre index international de niveau linguistique est aussi un exemple de tout ce qui est big data. Parce que vous mesurez en fait le niveau grâce à ça. Avec un grand nombre de données, on va essayer de réfléchir et trouver aussi des solutions. Et aussi, on a une sorte de synthèse globale de l'état actuel des langues dans le monde qui nous permet ensuite de mettre en place des solutions pour répondre à cela. Voilà, c'est l'étude d'ailleurs avec laquelle vous êtes venu aujourd'hui qui vous permet de dire que la Suède est en tête du palmarès avant les Pays-Bas. Bon, et que Paris n'est pas si mal placé finalement. Oui, effectivement. Et que les femmes continuent de dépasser les compétences en langue. Alors les femmes sont numéro 1 pour la... Elles sont elles s'adaptent peut-être mieux aux langues étrangères. Elles se posent peut-être moins de questions aussi, elles sont beaucoup plus dans la communication plus facilement, ce qui est quand même un élément très fort. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour l'année 2019 ? Quand on continue notre développement, puisque l'entreprise se développe assez bien, on a une croissance à 2 chiffres depuis quelques années, et ça continue très très bien, notamment en France, qui est sur la partie grand public, premier marché dans le monde. Malgré le fait qu'on est suédois, on est présent partout. Et sur la partie entreprise, on est le 2e marché dans le monde. Et alors, donc, si on veut vous contacter, on fait comment ? On va sur Internet ? Absolument, www.ef.com ou .fr, effectivement, et vous avez tout l'ensemble des informations sur... Pratique, voilà, pour suivre des cours ou pour peut-être faire des voyages. Est-ce que vous proposez des voyages aussi ? On propose bien évidemment des voyages et des échanges culturels, comme je le disais tout à l'heure. L'immersion et le voyage culturel restent quand même le centre d'apprentissage, l'élément le plus important pour apprendre une langue. Alors Mathieu Zamagnan, vous avez une double personnalité. N'est-ce pas ? Peut-être pas de personnalité. Vous nous aviez caché ça, je ne savais pas. J'ai découvert qu'en fait, votre hobby, c'est la musique, oui. La chanson. Vous êtes même produit avec Carole Fredericks. Absolument, j'avais fait sa première partie il y a quelques années. Oui. Voilà, et donc je vous propose qu'on écoute tout de suite un titre que vous allez sortir au mois de juin prochain, si Philippe veut bien nous le monter en machine, et puis on en parle après. Donc là maintenant, il faut que je vous appelle Matt Méran. C'est mon pseudo en tant qu'artiste. Voilà, alors bonjour Matt Méran. Il ne va pas nous rester beaucoup de temps. Hein. Ah, dès que t'es avocat, oui. De quoi ? Je rigole. C'est bien ça, hein. C'est ça. Oui, c'est ça. Je me suis reconnu. On ne reconnaît pas votre voix, c'est drôle, je trouve. C'est vrai. Hein? Alors, en fait, si vous, effectivement, vous avez l'habitude de l'écouter parler, on entend un peu son... Il a pas un accent, mais il a un timbre de voix, en fait, qu'on reconnaît. Après, ça, c'est peut-être plus parlant pour d'autres titres. C'est libéré. Ah, du coup, il a enlevé ses lunettes pour la partie Matt Méran. Voilà. Ah bon ? Faut qu'on active, parce qu'il va nous rester... Bon, on va reprendre tout de suite, hein, parce qu'il va nous rester que 5 minutes d'antenne, et donc je veux quand même que, si vous voulez conclure, vous en particulier, si vous voulez conclure. On y va ? Oui. Alors Matt Méran ou Mathieu Zamagnan, puisque votre nom de scène c'est Matt Méran, vous allez sortir ce disque au mois de juin prochain. Donc je vois que vous exprimez dans les 2 langues. On parlait de langue avec vous tout à l'heure. Voilà, donc la musique, comment ça vous est venu ? Alors je fais la musique depuis déjà très très longtemps. J'avais déjà un groupe quand j'étais, parce que je suis d'origine, enfin de formation
ingénieur. Donc, pendant l'école d'ingénieur, on avait monté un petit groupe qui a finalement devenu semi-professionnel, puisque petit à petit, on a été demandé à faire, on a fait la Vanguard des Innocents, Carole Frédéric et beaucoup d'autres artistes. Donc à l'époque, vous aviez 20 ans dans ces zones-là. On avait toute une vingtaine d'années. Donc vous pensiez que vous pouviez vivre de... Vous vouliez vivre de votre musique ou c'était juste comme ça pour vous amuser? À vrai dire, non. C'était au départ, je ne pensais pas vivre de cela. C'est la raison pour laquelle je continuais mon école d'ingénieur. Mais c'est plutôt, c'était le retour positif en fait de public qui nous a amené à nous développer de plus en plus. Et sorti d'école d'ingénieur, je me suis effectivement posé la question à savoir si j'arrêtais ou pas, puisque l'ensemble des musiciens avec qui je travaillais, actuellement, ils sont très connus en France, ils sont tous professionnels et ils vivent de ça. Donc vous les avez rappelés? Je continue à travailler avec eux depuis très longtemps et j'ai continué à écrire depuis pour pas mal d'artistes en France. Ah, d'accord, donc vous n'avez jamais mis la musique de côté finalement, ça a toujours été pour vous un second travail finalement. Exactement. Je passe mes week-ends, mes soirées, mes vacances à faire de la musique. Bon, bah, vous reviendrez nous voir dans d'autres émissions musicales, parce qu'ici à IDFM, on a une grosse culture musicale dans tous les domaines. Donc je vous invite à venir présenter ce disque qui sort au mois de juin, c'est ça? Avec grand plaisir. Donc dès qu'il sera produit, vous viendrez peut-être nous chanter en direct. Avec plaisir. Ok, merci beaucoup. Pour conclure cette émission, eh bien, on va repasser la parole peut-être à Stéphane Roder pour les quelques 2 minutes de conclusion. Oui, je voulais juste dire que l'homme n'avait jamais été aussi fort que quand il avait été assisté. C'est toute l'histoire de la mécanisation et de l'évolution de son intelligence ces 200 dernières années. Donc vous voulez dire que là, on se retrouve comme il y a 100 ans, dans une nouvelle, donc c'est la nouvelle révolution industrielle. Exactement. Où l'homme va être assisté, l'homme va être accompagné, il aura le temps pour se développer, il va changer. Il va à nouveau s'améliorer. C'est de ça que les entreprises doivent profiter absolument dès aujourd'hui, en intégrant de l'intelligence artificielle dans l'entreprise, dans leur process pour optimiser, mais aussi pour générer de nouveaux revenus. Et puis, quelle que soit la taille, vous nous l'avez bien dit, puisque maintenant, on va pouvoir trouver des produits sur étagère, comme on dit, soit donc pour toute taille d'entreprise, qu'on soit 2 ou 100 personnes, il y a des produits tout à fait abordables qui vont être mis sur le marché. La difficulté parfois, c'est pour les grandes entreprises, je parle, c'est qu'il y a des produits un peu complexes. Il faut être accompagné pour décoder un peu et être capable de challenger ces solutions. Merci beaucoup en tout cas pour ces mots de conclusion. Donc je rappelle qu'aujourd'hui nous étions avec donc Stéphane Roder qui vient de conclure, qui a fondé AI Builder, donc du conseil, vous l'avez compris, en intelligence artificielle. Nous étions aussi avec Mathieu Zamagnan que vous venez d'entendre pour tout ce qui est formation en langues étrangères, donc faites appel au groupe des éducations First. Et puis avec Denis Marin pour un produit révolutionnaire, c'est Cryo Beauty pour enlever les taches brunes. On peut le trouver dès maintenant en pharmacie et très bientôt dans toutes les grandes chaînes de produits de beauté. Voilà, pour ma part, eh bien, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Bien sûr, je vous retrouve dès lundi. Lundi, nous serons avec eh bien, un maire d'une toute petite commune. On va s'intéresser à la gestion en tant que maire d'une petite commune et puis entouré de 2 jeunes entrepreneurs féminines. À lundi, je vous souhaite un très bon week-end et on va se quitter en musique. Voilà, on se quitte avec vous. Et merci pour votre présence. Merci beaucoup. Merci. Bah, je vous en prie. Très détendant.